Alors, donc c'est concret, et BPI France, en fait, c'est le constat qu'aujourd'hui, il y a deux univers qui ne se parlent pas suffisamment dans le monde du financement d'innovation. C'est le monde du financement, et en particulier, effectivement, sur l'innovation, de l'aide à l'innovation, et le monde des fonds propres. Hein. Et on a souvent constaté, en particulier en France, ce qu'on appelle la vallée de la mort, où des belles entreprises ont commencé à avoir des technologies, un début de modèle économique, et ont du mal à trouver des fonds propres. Et ont du mal à souvent du coup aussi aller à l'export. Et donc on va continuer à investir évidemment dans le numérique. C'est déjà le cas, hein, je faisais le constat, on a trois grandes priorités en fait dans l'innovation aujourd'hui dans BPI France. C'est évidemment le numérique, j'y reviendrai, tout ce qui est autour de la santé et des écotechnologies et tout ce qui est autour de la transition énergétique. Bon, et le numérique représente un tiers de ces investissements, à la fois en termes d'aide à l'innovation et à la fois en termes d'investissement, sachant qu'il a fortement cru évidemment les dernières années et qu'il aura probablement encore une croissance dans les années à venir. Pour donner quelques ordres de grandeur, le numérique, ça représente presque 200 millions d'euros chaque année qui sont, j'allais dire, injectés dans l'aide à l'innovation. Et puis, dans la partie fonds propres, on vient lundi de renommer avec Fleur Pellerin le fonds qui s'appelait FSN PME en ambition numérique, ce qui est quand même un peu plus vendeur, qui est un fonds de 300 millions d'euros en co-investissement, qui a investi déjà dans beaucoup de sociétés numériques, une quinzaine, il a à peine 18 mois. Et ce fonds, il a vocation à aider le secteur, j'allais dire, privé et le capitaux risqueur à aller dans des entreprises, en particulier quand la prise de risque, parce que le capital souhaité par l'entreprise est un peu fort et que donc ils ont besoin d'un appui. Oui, il y a un certain nombre de priorités qui sont, j'allais dire, assez claires, en particulier sur des sujets comme le cloud, le big data, des sujets comme toutes les transitions, le e-learning, tout ce qui est e-santé. Le sujet pour nous, c'est vraiment de pouvoir être là quand il y a des besoins de capitaux. La plupart des aides que nous accordons sont faites en partenariat avec les conseils régionaux et on est en train de bâtir 22 plans avec chacune des régions pour être sûr d'être plus efficace, de bien savoir où les uns interviennent, où on intervient ensemble et comment on peut être complémentaires. Je pense qu'on a aussi à BPI France notre travail un petit peu de lisibilité et de simplification. Quand on crée une entreprise comme ça, en fusionnant, bah, c'est aussi l'occasion de se reposer quelques bonnes questions sur la lisibilité des produits et la simplicité vis-à-vis du client. L'idée pour Webedia, c'était d'avoir en fait deux socles, deux métiers. Le premier, c'était d'investir dans des verticaux de contenu et de publier des sites, dont Pure People, Pure Media, qui est un de vos partenaires ici, Pure Shopping. Donc il y avait déjà une volonté d'aller sur des thématiques qui n'étaient pas encore très présentes sur l'Internet, dont les People, par exemple, puisqu'il y avait un grand disconnect entre la presse écrite et rien sur le net à l'époque où ils l'ont créé. Et le deuxième métier de Webedia, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le brand content, le fait d'accompagner les marques et les entreprises qui se tournent vers leur communauté de clients, les communautés externes, vers la capture et la présence sur le digital. Le fait de pouvoir les accompagner et de les aider à trouver une part de voix digitale pour donner des messages et des contenus qui finalement génèrent un taux de transformation vers les sites corporate qui sont moins fréquentés et bien sûr vers de la vente in fine. Et dernier élément du puzzle, Fimalac, puisque c'est Fimalac qui a racheté à la fois Terra Femina et Webedia, essayer d'être sur les nouveaux métiers, qui sont notamment l'accompagnement des marques pour aller sur des territoires de messages et de contenu, parce que beaucoup va vers le contenu et sur des contenus qui sont sans doute plus qualitatifs, et ça fait longtemps déjà qu'on a migré des simples bannières et de la publicité classique à des messages qui sont plus sophistiqués, à de la curation, beaucoup plus de qualitatif en termes de contenu. Et c'est vrai que c'est une façon de répondre à cette recherche de la performance et de la création de valeur sur le numérique.
se positionne sur un certain nombre de sites, donc canalplus.fr, Canal Street, D8, D17, un certain nombre d'applications qui sont soit des applications de consommation comme Canal Touch avec le live et la VOD, ou des services du type contrôle de sa télé par le biais de sa tablette, qui sont très populaires chez nos abonnés. On se positionne aussi sur un écosystème digital assez riche sur les réseaux sociaux avec plus d'une centaine de pages et 20 millions de fans. Alors, ils ne sont pas dédupliqués, donc il n'y en a pas 20 millions en tout, mais sur toutes nos pages, notre centaine de pages, il y a 20 millions d'abonnements qui suivent nos actualités par ce biais-là. Il y a plus d'1 million de followers sur Twitter, donc on est déjà sur une plateforme de diffusion plutôt riche. Pour moi, l'innovation sur laquelle on travaille en ce moment de manière assez assidue, c'est arriver à proposer une expérience riche sur le second écran pour nos téléspectateurs, que ce soit les spectateurs des chaînes gratuites ou du clair de canal, ou les abonnés, de ce que l'utilisateur, donc le téléspectateur dans ce cas présent, pourrait vouloir avoir sur une application second écran. La première qu'on a créée en août dernier, c'était la Canal Football App. Je suis fan de foot et je veux quand même avoir quelque chose en plus. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche évidemment la dimension sociale, la conversation autour du match de foot que je vais avoir sur l'application par le biais de flux Twitter curés, par le biais de flux Twitter un peu VIP, qui seraient les flux des équipes qui sont en train de jouer, plus de toute la presse spécialisée sur le sujet du foot et qui du coup a une vraie valeur éditoriale. La killer app qu'on a sur l'appli, c'est de s'être dit, voilà, on a 25 caméras sur un match, on ne va pas en rajouter plus et on ne peut pas toutes les montrer simultanément à l'antenne, ça donnerait un peu mal à la tête. Mais en revanche, l'utilisateur, le téléspectateur qui est fan de foot, qu'est-ce qu'il veut voir? Il veut revoir les buts, il veut revoir les actions et il veut les revoir en utilisant toutes ces caméras. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est profiter de cette installation technique qui sont ces 25 caméras et créer une timeline multicam qui permet de revoir en quasi temps réel, c'est-à-dire moins de 5 minutes après chaque action découpée, recordée sur ces 25 caméras, plus les ralentis, plus si vraiment c'est une énorme action, les commentaires des journalistes ou des consultants qui sont en train de regarder le match et qui dédient un petit commentaire sur ces actions. Et on voit, on l'a lancé en août, à la rentrée dernière, que cette application qui est maintenant disponible sur mobile et tablette a été téléchargée plus de 800 000 fois et a été utilisée à son pic d'audience par plus de 100 000 utilisateurs sur un gros match du dimanche, avec un taux de satisfaction élevé, un taux d'usage élevé. Les gens l'utilisent en moyenne 90 minutes, donc en gros ils l'utilisent pendant tout le match. Et c'est ça le challenge en fait du second écran et notre rôle de diffuseur par rapport à ces objets-là, c'est d'arriver à créer une expérience enrichie à la fois d'un point de vue contenu et évidemment avec une ergonomie très adaptée, parce que c'est quand même un challenge aujourd'hui d'arriver à faire des choses simples et utilisables par tout le monde sur le second écran. Donc notre but, c'est vraiment d'arriver à les engager et aussi en tant que diffuseur, à arriver à maîtriser finalement ce second écran qui est très complémentaire du premier. En utilisant l'appli, est-ce qu'ils regardent plus de foot? Est-ce qu'ils regardent plus longtemps? Est-ce qu'ils sont plus satisfaits de l'abonnement? On n'a pas encore les retours là-dessus, mais je pense que ça va être en effet un des facteurs importants de satisfaction et qu'on va pouvoir monitorer plus précisément. Le deuxième aspect, je dirais, c'est l'engagement sur le gratuit pour qu'il y ait une résonance sociale et une résonance des spectateurs plus grande. Donc la deuxième priorité, ça serait vraiment d'enrichir les programmes du gratuit pour enrichir la notoriété de ces programmes et l'engagement des téléspectateurs. Et en dernier, le potentiel publicitaire de ces applications qui, en effet, je pense, est assez important. Aujourd'hui, on le voit, la métrique clé, en tout cas sur la plateforme, sur YouTube, c'est le nombre d'abonnés, donc pas payant, mais le nombre de personnes qui ont décidé de suivre votre chaîne YouTube, votre espace thématique, vous en tant que créateur. Norman a fêté la semaine dernière ses 2 millions d'abonnés et aujourd'hui, ça devient vraiment la métrique clé. Aujourd'hui, je crois qu'une vue, en tout cas, je crois foncièrement qu'une vue partagée vaut plus qu'une vue ou qu'une impression tout court. On a on donne la possibilité à l'ensemble des partenaires ou des créateurs de créer un espace thématique sur YouTube, qu'on appelle aussi chaîne YouTube. Et aujourd'hui, il y en a plus d'1 million dans le monde qui font l'objet d'un partenariat commercial où, bien évidemment, les revenus publicitaires générés sont partagés avec ce créateur. Dans ce contexte-là,
Une des initiatives et une des innovations qu'on a voulu apporter, c'est le lancement de ces chaînes YouTube originales. Alors, il y en a à peu près 200 dans le monde, mais c'est vrai, vous l'avez dit, en France, 13, dont 12 qui ont été directement par l'intermédiaire d'une avance sur recettes futures financée par la plateforme. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 6 mois que nous avons lancé ces chaînes originales. Moi, je suis très content de l'initiative. Sur ces 13 chaînes, on peut dire qu'il y a 5-6 chaînes qui s'en sortent très très bien, avec un nombre d'abonnés qui se chiffre en centaines de milliers. Studio Bagel, aujourd'hui, c'est bientôt 600 000, je crois, abonnés. Donc, vous voyez, tout ça en bout de 6 mois. Donc, c'est vraiment des performances remarquables. L'idée aussi, c'est de montrer l'exemple, c'est d'essayer de permettre ou de montrer la voie, comme par exemple Euronews Knowledge, donc, du groupe Euronews, qui a lancé sa propre chaîne originale justement sur le partage du savoir il y a maintenant 1 mois et demi ou 2 mois, qui a été annoncé au MIP et qui a déjà fédéré plus de 60 000 abonnés. Donc vous voyez, c'est tout ça qu'on essaye de faire, c'est de catalyser la création, qu'elle reste sur la plateforme ou qu'elle soit diffusée ailleurs et parte sur d'autres. Après, il est peut-être intéressant de rajouter en termes d'innovation le pilote que nous avons lancé il y a maintenant 1 mois aux États-Unis sur justement des chaînes payantes qui sont niches essentiellement. Donc il y en a une 50aine qui sont en test aujourd'hui aux États-Unis. Mon espoir évidemment c'est de pouvoir lancer ce pilote à plus grande échelle et de pouvoir offrir cette possibilité à nos partenaires créateurs en France et en Europe très bientôt. On propose une expérimentation, donc vous êtes tous invités, ceux qui le désirent, à vous connecter sur NPA, colloque-npa.fr pour le premier colloque participatif. On vous envoie du contenu et on vous envoie donc des interactions. On vous envoie les bios, par exemple, des participants au fur et à mesure qu'ils interviennent. On vous envoie les tableaux, les stats, les rapports dont on parle. On vous envoie des vidéos quand on parle d'un sujet, on illustre avec des images. Et puis, surtout, on vous pose des questions, on vous demande ce que vous pensez. C'est une expérimentation parce que chez VisiWare, on est habitué, et on a déjà déployé 20 pays dans le monde où on fournit à des centaines de milliers d'utilisateurs en simultané des interactions pour enrichir la télévision. Sur VisiWare, donc VisiWare est une société qui effectivement a démarré dans le domaine de la télévision interactive. Alors, on est devenu leader dans les applications de télévision numérique installées dans les décodeurs, installées dans les télévisions connectées. Alors pour ramener tout de suite ça à sa juste valeur, on est devenu leader mondial, mais c'est un marché qui est resté on va dire, modeste. On a déployé nos applications dans 70 pays. Et principalement, on parle de jeux, de chaînes de jeux, d'applications du type guide des programmes, etc. Donc ça, c'est VisiWare. Puis VisiWare s'est réinventé il y a 2 ans et demi, toujours dans le même domaine, avec les applications de second screen. Dans le cas de VisiWare, on a déjà déployé 20 pays. Donc 20 chaînes de télévision utilisent notre technologie que l'on appelle le Play Along pour enrichir leurs programmes. Alors on a commencé par des jeux de télé. Donc par exemple, vous participez à Qui veut gagner des millions de chez vous, comme si vous étiez sur le plateau. Les questions, les réponses arrivent exactement au même moment. Vous voyez comment vous vous positionnez vis-à-vis de vos amis ou d'inconnus. La question, par exemple, en Angleterre sur ITV, la question, vous savez, le joker qui est l'avis du public, c'est remplacé par l'avis de la nation. Donc le candidat regarde la télé et dit, je ne sais pas, je vais demander l'avis de l'Angleterre. Et puis on fournit en temps réel la donnée en l'occurrence la réponse de l'Angleterre à la question. Et puis on se développe très très vite, particulièrement dans le sport, où on a la chance d'avoir été choisi par la NFL. Donc notre application est déjà dans 25 millions de foyers aux États-Unis, où on fait plein d'émissions pour la NFL. C'est une expérience assez extraordinaire. Donc statistiques, participation, enrichissement, temps réel, vidéo, quiz, trivia, images, enfin c'est assez exceptionnel. On a effectivement déjà produit 1200 émissions de second screen donc dans ces différents pays. Alors, pénétration, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pénétration et le ratio entre le nombre d'utilisateurs du deuxième écran sur, dans le dénominateur, l'audience totale qui regarde une émission. Donc on arrive à des taux de 12, 13, voire 14%, ce qui commence à devenir considérable. Donc ça veut dire qu'il y a des émissions où on a 500, 600 000 participants en simultané. Ça veut dire beaucoup plus en total sur l'émission. Premier chiffre, on va dire
10% pour faire une moyenne d'utilisateurs qui suivent l'émission tout au long avec leur deuxième écran, de 10% de l'audience. Deuxième, pour répondre à ta question nouveau rapidement, deuxième donnée, c'est est-ce que ça a un impact sur l'audience? Puisqu'après, on va parler de revenus. Alors, ça a un impact sur l'audience. On a un petit peu de mal encore à le mesurer complètement. On a des chiffres, je vous les donne pour ce qu'ils valent. Donc, ne les prenez pas vraiment au pied de la lettre, mais Médiamétrie avait fait une étude l'année dernière et avait comparé les émissions Money Drop que l'on réalisait où il y avait le play along, comparé à celles où il n'y avait pas de dispositif, donc play along, deuxième écran. Et il y avait une augmentation de 30%. Deuxième cas, très concret, on a regardé l'évolution ou pas de l'audience de Qui veut gagner des millions avec et sans l'émission pour le même type d'émission, hein, du direct en prime. Et on s'est retrouvé avec exactement le même chiffre de 30%. Troisième mesure, qui est beaucoup plus factuelle, c'est que le deuxième écran apporte une vraie loyalty, une vraie fidélisation de l'émission. Et ça, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que les utilisateurs se branchent dès le début de l'émission, en général, enfin, en tous les cas, quel que soit le moment où ils se branchent, ils restent jusqu'à la fin. Chez Fairplay Interactive, notre métier, c'est la télévision personnalisée. Donc en fait, on accompagne les chaînes aujourd'hui dans l'évolution d'un métier qui est un métier d'audience vers celui de CRM, où en fait on construit des chaînes qui s'adaptent en temps réel au goût, à l'humeur et aux usages de chaque téléspectateur. Maîtresse, donc, qui est une chaîne musicale, et le premier lancement qui va avoir lieu à la rentrée, en France et à l'international. On ouvre sur plusieurs pays. Il y a également d'autres thématiques en cours, pas avec Trace, mais avec d'autres chaînes. Il y a un projet sur les documentaires, il y a un projet sur les chaînes pour enfants. Et on travaille également sur un autre sujet qui n'est pas de la thématique, mais qui est sur une chaîne semi-généraliste, où là, on n'est pas dans l'hyper-personnalisation de l'expérience utilisateur, mais on est plutôt dans la construction d'une grille de programme élastique, qui fait qu'en fait, le téléspectateur n'est plus contraint de regarder le programme à l'heure à laquelle il est diffusé précisément, mais lorsque lui se connecte sur le téléviseur, en fait, c'est l'ensemble de la grille qui vient se placer en face du téléspectateur. C'est du replay relinéarisé en tenant compte des contraintes éditoriales de la chaîne et des droits disponibles. Et donc, en fait, le téléspectateur ne tombe plus en plein milieu d'un programme. Il tombe systématiquement au début du programme, en collant au maximum à la grille de la chaîne. Et comment est-ce qu'on monétise une chaîne musicale personnalisée? De deux manières. C'est abonnement, parce que j'imagine que comme c'est pas mass média, il n'y a pas de publicité. Alors en fait, ça se monétise de deux manières. La première, évidemment, par abonnement, sur des modèles à la Spotify, Deezer ou autres, qui aujourd'hui commencent à être assez répandus. Et le deuxième modèle est potentiellement aussi la publicité à terme, avec la possibilité effectivement de cibler cette publicité. Et donc sur certains marchés, il est fort probable que Maîtresse ouvre vers une... Alors pas forcément aujourd'hui, mais à terme, on ouvre sur une monétisation publicitaire, voire un mix entre les deux, avec une partie freemium où en fait il y a un accès gratuit monétisé par la publicité, éventuellement avec un certain nombre de contraintes de service qui sont débloquées par un abonnement souscrit derrière. Globalement, la première phase de la vie de la société, on va dire jusque ces deux, trois dernières années, a été menée par cette première révolution que l'on a vue. C'est la phase hard, c'est-à-dire les box. En France, on a été très bien placé puisqu'on l'a vécu assez massivement, puisque le succès des offres de box en France a été tout à fait considérable en termes de pénétration. On rentre depuis 2-3 ans dans une deuxième étape de la révolution de la distribution de la télévision et de la vidéo. C'est ce qui s'appelle en général l'OTT, over the top, c'est-à-dire un modèle de distribution dans lequel il y a une certaine forme de dissociation entre la distribution du service et la possession du réseau. Il y a un changement dans les expectations, des attentes des consommateurs en termes d'usage, puisqu'on passe d'une box, c'est-à-dire finalement un téléviseur dans un salon, à un modèle de plus en plus cloud, multi-écran, ça a été rappelé par plusieurs des intervenants précédents, c'est-à-dire dans lequel le consommateur finalement s'attend à accéder au contenu à la demande, donc de plus en plus non linéaire, à la demande, au contenu qu'il veut, sur l'écran qu'il veut, à l'instant où il le souhaite.
globalement, dans à peu près tous les pays dans lesquels nous opérons, le positionnement dans lequel nos clients se placent est un positionnement, en tous les cas ceux qui ont un succès, est un positionnement qui est un positionnement de, on pourrait appeler ça il y a un terme qui est un peu employé maintenant, c'est une sorte de PTV light, c'est-à-dire à côté de l'ultra premium qui est représenté en général par l'opérateur satellite dans la plupart des pays. Souvent, il y a un gap entre l'ultra premium et puis la gratuité absolue, c'est-à-dire on va dire la TNT. Donc vous avez les clients qui payent 0 € par mois, qui regardent la TNT, puis vous avez les clients qui payent, alors des ARPU, je passe 40 et quelques ou 47 chez Canal, mais c'est le même ordre de grandeur dans la plupart des opérateurs. Et donc, le positionnement que nous avons avec l'offre qui s'apprête à être lancée est un positionnement, effectivement, qui vient directement dans ce cœur de segment, c'est-à-dire une offre à 10 €. On a reconcentré l'offre sur les marques très fortes, et donc on a limité, ça va jusqu'au niveau expérience, à ne mettre que deux chiffres dans le changement de chaîne. On ne peut pas aller jusqu'à 999, mais seulement jusqu'à 99 là-dessus. Donc, concentration sur les marques fortes audiovisuelles du pays. Un investissement important sur la consommation non linéaire. Évidemment, ce qui aujourd'hui caractérise les gens, c'est pas d'avoir 300 chaînes, c'est de pouvoir aller voir quand on veut. Donc, voilà. Donc, c'est ça un petit peu le cœur de notre positionnement. Et c'est disponible aujourd'hui en France? Pour le moment, uniquement à travers les magasins du réseau Vidéo Futur. Et à partir de la rentrée, ce sera disponible sur le site.